Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Eh ben, quel bon vent vous amène! Bienvenue à l'École de la vie. Très heureuse de vous revoir. Mais en fait, je vous vois pas, c'est ça l'affaire. J'aimerais vraiment ça, par contre, voir toutes vos belles faces quand vous me pesez sur le piton play du balado. Pour cet épisode, j'avais le goût d'essayer quelque chose de différent. J'ai lancé un petit appel à tous et toutes et tous. Est-ce que vous avez des questions pour moi pour cet épisode en particulier, qui sera un épisode... Je réponds à vos questions. C'est la ligne ouverte des auditeurs du balado de l'École de la vie. Il y avait beaucoup de questions qui revenaient sur moi. Genre des questions personnelles. Puis des affaires un peu crunchy quand même. Puis là, je me disais, est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un? Puis là, je me dis, bon, s'il y a des gens qui posent la question, ça doit intéresser du monde. Et j'avoue que je remarque de la résistance en moi à vous parler de moi. Ben, je me demande si c'est qui que ça intéresse. J'ai peur d'être dans mon ego, de vous parler de moi, mais là, j'ai accepté, même si c'est un peu inconfortable, de rentrer là-dedans, de répondre aux questions que vous m'avez posées. Et ce que je vais faire, je pense, je vais écrire dans la description de l'épisode les petits timecodes des sujets principaux. Comme ça, s'il y en a un qui vous intéresse, Sweet Focal, vous pourrez avancer à prochain sujet. J'ai dit Sweet Focal, je sais pas si j'ai le droit de parler de même, mais oui, c'est mon balado, c'est moi qui décide. OK, la première question à laquelle j'avais le goût de répondre, il y a quelqu'un qui m'a demandé, là, je sais pas, je dis-tu votre nom quand vous m'avez posé une question où ça fait genre Julie de Brossard, mais en tout cas, je dirai pas votre nom parce que je vous ai pas demandé votre consentement, alors je vais juste dire la question, dans le fond. Je dirai pas la personne. Mais si à un moment donné, vous aimeriez ça entendre votre nom, là, spécifiez-moi, dis mon nom dans le balado, ça me rendrait contente. Ça va me faire vraiment plaisir. Y a-t-il du monde qui ne serait pas encore à écouter leur nom? Je sais pas. Alors, la première question à laquelle je vais répondre, je trouve ça drôle, on dirait que c'est une drôle de formule, c'est tout nouveau. OK, on essaye ça. Je vais arrêter de juger ce que je suis en train de faire, puis je vais juste le faire. On m'a demandé quel est mon signe astrologique. Ça me fait rire. Mon ascendant et ma lune. J'ai l'impression qu'on est en speed dating, mais bon, c'est parfait. Je trouve ça, c'est une bonne question dans le fond, parce que ça dit beaucoup. Et peut-être qu'il y a des gens pour qui tout ça, c'est un peu genre comme les paroles de la toune de Macarena, là, ça veut rien dire. Fait que, pour vrai, ça voulait cette chanson. En tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bon, c'est quoi le Big Three, tu sais, justement le soleil, l'ascendant puis la lune? Moi, je vous avoue que c'est nouveau parce que j'accueillais l'astrologie avec un certain scepticisme, probablement parce que mon premier contact avec l'astrologie, c'était genre l'astrologie dans le Journal de Montréal, là, qui résonnait pas beaucoup, mettons. Puis aussi peut-être parce que j'avais juste comme information mon signe astrologique, c'est-à-dire Lion, puis je m'identifiais pas vraiment à ce que je lisais. Fait qu'on dirait que j'ai balayé ça du revers de la main. J'ai snobé l'astrologie pendant très longtemps et jusqu'à tout récemment, en fait, tu sais, les gens, ils voulaient me parler d'affaires, puis j'étais comme « Oh, je voulais être polie, là, mais ça ne m'intéressait guère. » Et il y a un monde qui s'est ouvert à moi il y a quelques mois parce que j'ai rencontré un fabuleux astrologue qui s'appelle William Côté, je l'adore, et je pense que c'est la première personne qui m'en a parlé, puis là, j'ai tout compris, et là, depuis ce temps-là, depuis 2 mois, je m'intéresse à l'astrologie, c'est tout nouveau, et j'aime vraiment ça, c'est comme si d'avoir eu ma carte du ciel complète, j'avais l'impression d'avoir reçu le manuel d'instruction pour Vanessa Pilon, de comprendre c'est qui cette fille, pourquoi elle réagit de même, pourquoi c'est ça qui l'intéresse. J'adore ça. Donc, si vous êtes comme « l'astrologie, je peux-tu avancer au prochain sujet? » Mais écoutez, pareil, c'est quand même intéressant. Alors, pour répondre à la question de l'auditrice, est-ce qu'on dit « auditeur » pour des gens qui écoutent des balados? Je sais pas.
Alors, mon soleil est en Lion. Donc, je suis Lion. Bon, le Lion, vous connaissez sans doute, là, mais c'est le roi de la jungle. Hein. Fait que souvent, on parle du Lion comme étant quelqu'un qui veut briller, quelqu'un de charismatique, peut-être un petit peu même prétentieux. Puis, moi, ça me parlait pas tant que ça, mais quand j'ai compris que le signe astrologique solaire, là, le soleil, c'était l'affaire qu'on est un petit peu venu apprendre où on va briller dans cette incarnation, ben là, j'ai fait « Ah, ben oui, c'est ça, Vanessa Pilon qui se ramasse à la télévision, puis tout ça, qui était vraiment pas, je dois dire, tu sais, si on demande, tu sais, si vous aviez demandé à mes parents, là, quand j'étais jeune, dans quoi ils m'auraient vu, scientifique enfermé dans un laboratoire, ou, tu sais, quelqu'un de très, c'est ça, sur ses livres, là, qui va faire 4-5 doctorats, c'était plus ça, ma personnalité, là, tu sais, qui aime beaucoup lire, très dans son monde intérieur, pas une petite fille qui va aller à la télévision. Fait que voilà, ça c'est... mais je pense que c'est ça que je suis venue apprendre à briller, apprendre à prendre la place. Et c'est encore des affaires pour lesquelles j'ai des résistances. J'ai peur qu'en brillant beaucoup, j'enlève de la lumière aux autres. Et ça, c'est une croyance que je dois déprogrammer à chaque jour, me le rappeler que de prendre la place, je suis pas en train de voler la place des autres. Mon ascendant, maintenant, je suis ascendant Poisson. Notre ascendant regarde, je fais Astrologie 101. Je résume, là, pour les gens qui ouvrent la porte de l'astrologie, qui y croient pas vraiment, ben je vous le dis, comme ça, peut-être vous allez faire « Ah, ça m'intéresserait de savoir c'est quoi mon ascendant, finalement, puis c'est quoi ma lune. » Alors, l'ascendant, c'est la façon plus qu'on se présente au monde. C'est comme notre ascendant, c'est notre masque social, tu sais, la manière dont on se présente. C'est comme la façade de notre maison, mettons. Moi, je suis Poisson. Ça fait que ma façade, c'est quelqu'un de très sensible à tout, hyper empathique. Je suis vraiment une éponge. J'arrive à lire les gens, là. Et là, je rentre dans une pièce, là, puis je décèle la moindre petite affaire. Je le vois quand le monde me raconte de la bullshit ou quand ils sont comme en train de vivre quelque chose puis ils font semblant que ça va bien. Fait que on dirait que je veux pas causer de malaise des fois, fait que je fais semblant que j'ai rien vu, mais je le sais. Les gens aiment pas toujours ça, être vu. Ça rend beaucoup de gens inconfortables. Fait que j'ai appris un peu à pas le montrer, que je ressentais les choses. Mais ça fait en sorte que j'ai souvent un trop-plein, justement, des contacts sociaux. J'ai vraiment besoin de me recharger après être allée dans le monde. Les foules, les transports en commun, c'est pénible. Puis aussi, je quitte souvent des soirées. Tu sais, le nombre de fois que je ghost parce que j'atteins comme... Tu sais, j'écoute pas les signes en moi, puis là, vous êtes peut-être de même aussi, là, c'est pour ça que j'en parle, mais normaliser ça, là, mais tu sais, d'atteindre notre espèce de saturation sociale, puis être genre plus capable, et là, on ghost les soirées sans dire bye à personne, parce qu'on est juste même plus capable de dire bye. Aller dire bye, c'est comme la couche de trop, là. C'est la cerise sur le sundae, le vase déborde, fait qu'on s'en va. Puis ça a créé des froids dans ma vie. Fait que là, j'apprends à tranquillement lire les signes avant-coureurs de « je vais bientôt atteindre ma petite saturation ». Fait qu'avant d'être saturée, je vais faire mon petit tour de bye-bye et je quitte. Puis le fait d'être très, très sensible, ça fait en sorte que, vu que je sens les autres beaucoup, mon radar est comme plus à l'extérieur de moi qu'à l'intérieur. Fait que je vais être du genre à caméléon, tu sais, à m'adapter aux situations, à dire un peu ce que le monde veut entendre, à changer ma façon de parler, mon niveau langagier. Je m'adapte beaucoup aux situations, ce qui est très, très... c'est un bel avantage, parce que des fois, je vois du monde, puis je suis comme, oups, papy, comme read the room, là. Mais de l'autre côté, c'est super pratique, là, mais de l'autre côté, d'être tout le temps en train de s'adapter, de shape-shifter, d'être caméléon, de changer de couleur, j'ai de la difficulté des fois à comme savoir qui je suis. Et c'est ça, je me laisse souvent un peu aller à mon environnement, tu sais, justement d'aller go with the flow. Puis des fois, on dirait que je bénéficierais d'avoir un petit peu plus de direction, de solidité dans mon gouvernail, puis de décider où je m'en vais, parce que je me ramasse des fois un petit peu influencée par les autres, un petit peu éparpillée. OK, la Lune. Ma Lune, elle est en Sagittaire. Donc, c'est quoi la Lune dans notre trinité astrologique? C'est un peu ce qu'il y a en arrière, ce qu'il y a en coulisses. Pas comment on décore notre maison puis qu'on monte sur Instagram ou quand il y a des invités, mais tu sais, notre chambre à coucher, mettons.
Et moi, ma lune, elle est en Sagittaire. C'est quelqu'un qui aime la philosophie, aller vers l'inconnu, découvrir des choses, apprendre, comprendre, tourner vers la spiritualité, évidemment, hein, ben oui, puis transmettre les connaissances après, puis sensibiliser les autres. Et moi, quand j'ai pris connaissance que ma lune était en Sagittaire, j'ai fait « Ah ben oui, c'est de là que vient cette envie insatiable de tout le temps voyager, de tout le temps apprendre des nouvelles affaires, de comprendre, de faire des liens, de colliger l'information, puis de partager des affaires. Moi, j'apprends de quoi, je veux le partager dans les 2 minutes qui suivent. » C'est aussi Sagittaire très optimiste, idéaliste un peu, tu sais, confiance en l'univers. Moi, là, je me lance dans des aventures, puis j'ai comme cette espèce de confiance immense que l'univers va me soutenir. Et à date, là, ça a été pas mal ça. Je suis très idéaliste aussi pour le monde. On dirait que je veux créer « The most beautiful world our hearts know is possible ». C'est le titre d'un livre que j'aime vraiment beaucoup, de Charles Eisenstein, mais je l'ai vraiment mal prononcé, mon doux. Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Je vois vers où on peut aller collectivement, puis ça me nourrit, puis j'ai le goût de contribuer à ça. Mais après ça, de le penser, c'est une chose, je le vois, je l'imagine, mais de le mettre en pratique, le côté pratico-pratique, s'organiser, ça, c'est moins ma tasse de thé, c'est moins ma force. Et d'ailleurs, vu que je suis quelqu'un qui a de la difficulté un peu à s'organiser, vous voyez mon Big Three astrologique, là, qui a beaucoup d'idées, beaucoup de choses à dire et à transmettre, mais l'organisation, c'est pas ma force. Et là, en 2024, j'ai envie en fait, dans ma liste de désirs, dans mon petit dessin de ma vie en 2024, je vois quelqu'un d'organisé, qui aime ça organiser. J'aimerais ça avoir quelqu'un pour m'assister, genre pour me soutenir dans mes projets. J'ai genre 4 ronds allumés là, présentement. J'ai besoin de soutien, de quelqu'un qui est capable de clencher des to-do list, d'organiser des affaires. Si tu es cette personne, écris-moi. J'ai vraiment besoin d'aide. Vous aurez remarqué si vous suivez le compte Instagram de l'École de la vie, il n'y a rien pantoute parce que j'y arrive juste pas. Fait que voilà, si vous avez envie de m'aider, écrivez-moi. Je serai ravie. Ceci étant dit, je passe à la prochaine question. Il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions qui avaient rapport à ma vingtaine. Comment je décrirais ma vingtaine? Oh, il lalou. Je pars de loin, je vous dirais, là. Ma vingtaine, beaucoup d'insécurité, beaucoup manque de confiance en moi, mais aussi beaucoup de témérité, d'envie de vivre des affaires, genre très animée par l'envie de vivre, de voyager, de vivre des expériences, des fois un peu extrêmes. Puis, il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que tu aimerais dire à Vanessa dans la vingtaine? Puis c'est une question qui revient souvent, genre, tu sais, dans des entrevues de magazines, puis des affaires de même, genre, que dirais-tu à Vanessa adolescente, puis tout ça. Puis c'est une question qui m'embête souvent parce que il y a rien qui me vient à l'esprit. Je me dis souvent, j'ai goût de rien dire à cette Vanessa-là, Vanessa de 15 ans, Vanessa de 22 ans, parce que les situations de notre vie nous arrivent pour nous faire grandir, là, aussi cliché que ça sonne, mais j'ai comme pas le goût de bypasser ces apprentissages-là. J'ai pas le goût d'essayer de me donner des petits cheat codes pour m'éviter de la souffrance. On dirait que je l'ai vécu, j'ai souffert, comme beaucoup de gens, des choses qui nous ont fait souffrir, dont on a appris, on a grandi à travers ça. Fait que, ouais, je dirais rien à Vanessa dans la vingtaine. Je serais comme « good luck with that ». Je suis en paix avec les épreuves douloureuses qui ont fait en sorte que je suis devenue qui je suis. Mais c'est sûr, là, j'aurais peut-être aimé ça catcher des affaires un peu plus vite, avoir des petites clés d'information, comme comprendre que j'ai un attachement anxieux encore sur lequel je travaille puis dans lequel j'apporte beaucoup, beaucoup d'amour. Ça m'aurait permis de comprendre qu'est-ce que je faisais avec le genre de gars que j'attirais dans ma vie et que je choisissais.
et aussi pourquoi j'avais les comportements que j'avais en relation, qui n'étaient pas tout à fait sains, très souvent. Est-ce que j'aurais aimé ça que Vanessa du futur débarque et me dise de mettre de l'argent de côté puis d'investir? Sans doute aussi. Mais tu sais, globalement, je suis contente de ma vingtaine. Ou les gens qui se demandent peut-être qu'est-ce que je faisais, mettons, tu sais, à 20 ans, là, avant de faire de la télé puis tout ça, tu sais, je travaillais dessus dans une boucherie, qu'est-ce que je faisais de ma vie? Je travaillais comme comédienne, animatrice pour enfants. Genre, le matin, je me mettais un petit costume, je jouais des personnages dans des journées pédagogiques, des fêtes, des événements. C'est ça. Je me costumais pour gagner de l'argent. Des fois, un matin, j'étais un pirate. Le lendemain, j'étais une princesse. L'autre jour d'après, un extraterrestre. Ça a été une vingtaine d'aventures. C'était une vie de saltimbanque, ma foi, de toujours faire des nouveaux contrats, me ramasser dans des nouveaux lieux, mettre un petit costume, animer des affaires. C'était vraiment drôle, des fois un peu humiliant d'être le clown de service, mais ça a été très, très, très formateur. J'ai aussi travaillé pendant ma vingtaine, beaucoup, pendant genre 8 ans, comme guide de voyage. Je guidais des groupes scolaires. Ça avait commencé aux États-Unis. J'avais répondu à une petite annonce dans le journal et j'avais commencé à guider des groupes à Boston, aux États-Unis. Puis là, mon Sagittaire en moi était très content d'apprendre sur l'histoire de l'indépendance des États-Unis puis d'essayer de rendre ça intéressant pour des ados dans un autobus scolaire là, qui voulaient juste aller faire le party dans leur chambre, frencher, puis magasiner. Fait que, ouais, c'était une job aussi un peu ingrate par bout, mais qui m'a vraiment permis d'apprendre à essayer de capter désespérément l'attention de gens et de transmettre de l'information de façon dynamique. Voilà ma vingtaine. Aussi, vous m'avez demandé des questions par rapport aux enfants. Est-ce que j'en veux un autre? Est-ce que bébé numéro 2 est en chemin? Et ouais, c'est une question pas simple pour moi. Fait que j'ai hésité à y répondre, mais j'ai envie de vous le dire pour vrai, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment, qui sera peut-être appelé à changer, parce que c'est une question c'est vraiment une question qui est présente en moi, une grande interrogation. De un, je vais juste le dire, c'est fatigant de se faire demander quand est-ce que vient le bébé numéro 2, si on en veut un deuxième. Je trouve ça très intrusif. Puis peut-être qu'il y a des gens qui vivent très bien avec cette question-là, là, mais moi, ça me met de la pression. Puis je sens que je dois justifier mes choix. Des fois, ça met un inconfort dans notre couple quand on se fait poser cette question-là parce qu'on n'est pas à la même place en même temps. Fait que, ouais, mettons, attendez donc que la personne vous en parle d'elle-même. Par où commencer? Je vais répondre en disant « Je sais pas si je veux un deuxième enfant. Je tergiverse depuis la naissance de ma fille pour plein de raisons dont j'ai envie... Ouais, des raisons que j'ai le goût de vous partager. Premièrement, j'ai eu un accouchement à la maison, un accouchement naturel avec sage-femme à la campagne, merveilleux. Ça a été vraiment wow. En tout cas, if you know, you know. Puis, malgré tout ça, il y a eu, à la fin de l'accouchement, une fois que ma fille était au monde, j'ai pas accouché de mon placenta. Ça fait que j'ai été transférée en ambulance à l'hôpital pour me faire cureter mon placenta. Il y a peut-être du bon son, genre « too much information ». Puis à l'hôpital, ça a été vraiment difficile. Ça a été fait... comment dire, dans l'urgence, là, tu sais, puis je pense que beaucoup de professionnels de la santé avaient peur que je fasse une hémorragie, fait que j'ai été séparée de mon bébé, ma fille s'est ramassée toute seule avec son père à la campagne. Ça a été comme assez traumatisant, je dirais, ce bout-là, mais en même temps, tu sais, j'étais tellement high d'avoir donné la vie puis d'avoir ma fille dans mes bras que j'ai comme un peu balayé ça en dessous du tapis. Puis c'est comme si j'avais été un peu dans une forme de déni par rapport à mon accouchement. Fait que
quand je pensais à peut-être avoir un autre enfant, je me disais, j'ai le goût d'adopter. Je n'avais pas tant le goût d'accoucher à nouveau. Puis je me disais, mais tu sais, c'est parce que moi, quand je vis une expérience, je suis comme been there, done that. Puis là, j'ai le goût de vivre l'adoption, mettons, je me disais. Puis la vérité, c'est que j'ai vécu un accouchement merveilleux et aussi traumatisant, comme beaucoup de femmes. Fait que j'étais pas certaine d'avoir le goût d'accoucher à nouveau. Fait que ça m'a beaucoup retenue dans mon envie d'avoir un deuxième enfant. Et aussi parce que j'ai eu un postnatal quand même assez tough, assez compliqué, de le vivre à la campagne, un peu toute seule, sans avoir réellement de soutien. Mes parents étaient pas tout à fait là, ils sont venus nous visiter, mais tu sais, ils étaient pas comme... c'est ça, c'était pas notre village. Ma belle-mère était présente aussi, mais tu sais, j'avais pas de femme avec qui partager cette expérience-là. Je me sentais pas tout à fait soutenue, puis c'est moi aussi qui ai créé cette situation-là. Il y a des mamans qui m'écoutent ou des mamans à venir qui vont peut-être se reconnaître, mais j'avais un peu la croyance qu'il fallait que je fasse ça toute seule et que j'étais capable d'être une super mère par moi-même et que j'avais pas besoin d'aide. Et j'ai comme créé cette forme-là d'isolement vraiment par moi, de mon désir de performance en tant que mère. Fait que j'ai trouvé ça vraiment tough, mon postnatal. Mon chum, lui, est tombé dans son rôle de pourvoyeur. Fait qu'il avait comme... Il voulait prendre soin de la famille. Il était présent aussi, là, mais tu sais, il voulait gagner de l'argent pour qu'on manque de rien. Fait que les deux, on a comme un peu recréé ce qu'on avait connu de nos parents, puis je m'en suis rendu compte avec le temps, puis on a fini par ajuster le tir et tout ça, puis à nommer nos besoins, puis à voir qu'est-ce qui fonctionnait pas pour nous, mais ça n'a pas été simple. Fait que, tu sais, j'avais un peu peur de retomber dans un deuxième congé de maternité. Fait que ça aussi, ça m'a beaucoup retenu pour le deuxième enfant, mais malgré tout ça, en 2020, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche à l'été 2020. Fait qu'à partir de ce moment-là, dans un moment vraiment compliqué de la vie à naviguer de base, on dirait que ça a rajouté une couche de « je sais pas si je veux un deuxième enfant ». Puis, à travers tout ça, ma fille qui grandissait, qui était rendue à 2 ans en 2020, puis là, qui maintenant a 5 ans, a commencé à verbaliser souvent aussi son envie d'avoir un petit frère ou une petite sœur. C'est vraiment drôle, pour vrai, comme on lui expliquait comment ça se créait des enfants, puis là, elle me demande souvent si je suis en train d'ovuler, si c'est possible de faire un bébé. Fait qu'elle, elle aimerait vraiment ça, avoir une fratrie. Mais honnêtement, moi, si je me sonde en ce moment avec ma fille qui maintenant est rendue à l'école, je ne sais pas si j'ai le goût de retomber dans ce petit moment qui est tellement court, qui passe tellement vite dans une vie. C'est magique, un bébé. Tu sais, j'adore être mère, puis on dirait qu'il faut que je me justifie, là, mais c'est exigeant, le manque de sommeil, c'est exigeant tout ça, puis je sais pas si je me sens prête. Puis en même temps, je vis des émotions conflictuelles parce que je me demande comme, je suis super égoïste de juste dire « Hey, en ce moment, j'ai pas le goût de faire un bébé, puis d'être avec un bébé. » Puis c'est ça. Fait que je me pose énormément de questions en ce moment. Mon chum est un peu à la même place, fait que c'est pour ça que je me sens confortable de vous le partager, là. C'est que les deux, en ce moment, on est dans une phase créative de nos vies. On a envie d'être dans nos carrières, respectivement, de mettre des choses dans le monde. On est animé par quelque chose. On a le goût de partager des affaires, de bâtir des trucs. Puis là, en ce moment, le bébé, ça nous tente moins. Puis en même temps, ça va être weird. En fait, ça répond à la question qu'une personne m'a posée. Est-ce que tu as des expériences paranormales? J'en ai constamment. Puis dont celle-ci, que je vais vous partager. Genre, des fois, je sens vraiment la présence d'un bébé garçon qui a le goût de s'incarner, qui est là, qui est pas loin, qui nous a choisis comme famille. Puis, je sais qu'il est là, je le sens pas impatient. Des fois, il est plus présent que d'autres. Je sais qu'il y a probablement un deuxième enfant qui viendra peut-être pas, mais là, en ce moment, c'est ça. J'ai pas l'appel, j'ai pas l'élan de materner un bébé. Je suis heureuse avec ma fille de 5 ans. Il y a peut-être du monde qui vont être super déclenchés par ce que je viens de dire, puis comme trouver que ça n'a pas de bon sens, mais c'est ça qui est vrai en ce moment, puis j'ai envie de l'écouter, puis j'ai envie d'être... c'est ça, d'être en parfaite cohérence, en harmonie avec ce qui est en moi, ce qui est vivant en ce moment. Non,
je veux pas de deuxième enfant. Voilà, c'est dit. OK, je vais répondre un peu plus rapidement aux prochaines questions, là, parce qu'à un moment donné, c'est 6 balados en un que j'essaie de rentrer, je me rends compte. Quand as-tu développé ton intérêt pour la spiritualité? Je dirais, je pense que je suis née vraiment spirituelle. Ben, je veux dire, même dans ma jeune enfance, là, j'ai des souvenirs de comme 5 ans, 6 ans, de demander à ma mère, tu sais, si j'étais pas ici, je serais où? J'étais très attirée par le christianisme parce que c'était ça qui m'était offert dans mon bungalow dans les années 80. Fait que j'aimais vraiment ça. Je lisais le Nouveau Testament. C'est ça. Jésus m'intéressait beaucoup. Puis ensuite, quand j'ai pris des cours d'histoire au secondaire, puis tout ça, puis connecté avec des textes féministes, puis tout ça, je me suis rendu compte que l'Église catholique, je pouvais pas endosser ça, fait que j'ai complètement rejeté le christianisme et l'Église et tout ça. Et là, j'ai commencé à développer un certain intérêt pour quelque chose de complètement à l'envers de tout ça, c'est-à-dire le paganisme, la Wicca, la magie. J'avais le goût d'être une sorcière, je trouvais ça badass. Je me suis identifiée pendant un certain moment à ce mouvement-là. En même temps, j'avais peur un peu parce que j'arrivais de comme vouloir plaire à Dieu, puis à Jésus, puis à avoir peur des affaires sataniques. Et là, c'est ça, la sorcellerie, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis là, je lisais des livres là-dessus, puis je faisais des petits rituels dans ma chambre d'ado. Mais il y avait quand même une partie de moi qui sentait qu'il jouait avec l'interdit, puis avec le dangereux. Fait que je me suis un peu éloignée de tout ça. Puis j'ai commencé à m'intéresser, genre fin du secondaire, début du cégep, au bouddhisme, et plus dans la philosophie, puis tu sais, de commencer à méditer, puis tout ça, puis d'aller dans des événements bouddhistes. Puis j'ai quand même beaucoup lu de textes bouddhistes. C'est quand même quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup encore. Je résonne beaucoup avec le bouddhisme, mais pas assez pour me considérer bouddhiste, mais tu sais, j'ai souvent déclaré, là, tu sais, dans les... mettons, quand il y a le recensement, j'ai souvent dit que j'étais bouddhiste, parce que c'est je dirais la philosophie, la religion avec laquelle j'ai le plus d'affinité, mais je les trouve toutes magnifiques. J'ai beaucoup de curiosité et d'intérêt pour toutes les religions, toutes les formes de spiritualité. Puis là, en ce moment, ma spiritualité, elle est très guidée par la nature. Je dirais que mon temple en ce moment, mon église, c'est d'aller dans la forêt, d'être avec la nature. Pour moi, quand j'ai des grandes questions, quand j'ai des doutes, c'est là où je m'en vais, puis je connecte avec plus grand. Je trouve Dieu dans la nature en ce moment. Fait que voilà, j'ai commencé à... Je suis née dans la spiritualité. C'est ça. Moi, j'avais pas tant le goût de venir sur la planète Terre, je vais le dire, là. Je me suis longtemps demandé qu'est-ce que je faisais ici. Je me sentais pas tout à fait incarnée. J'avais juste le goût de trouver. Tu sais, j'avais l'impression que la vie humaine, c'était un genre de escape game, là, tu sais. Comme, m'a trouvé à sortir, m'a trouvé par où je peux m'en aller d'ici, puis comme de souhaiter l'ascension, puis de connecter dans des expériences spirituelles comme hors du corps, puis de faire des voyages astraux, puis comme... c'est ça que je cherchais comme expérience dans la spiritualité, de m'en aller de mon corps et de toute la vie humaine difficile. Puis là, maintenant, depuis plusieurs années, je suis plus dans quelque chose qui est intégré dans mon corps. J'accepte l'expérience humaine comme étant un cadeau et j'essaie pas de m'en aller. Fait que voilà. Une autre question, celle-ci, elle est audio. J'ai envie qu'on l'écoute ensemble. Est-ce qu'on doit se concentrer sur une passion, sur une chose, ou si c'est correct, que c'est bien d'avoir plusieurs passions, plusieurs choses, parce que, comme moi, dans mon cas, j'ai beaucoup de choses que j'aime, j'ai l'impression de m'éparpiller. Donc, je veux faire comme un peu la distinction dans ce que toi, tu vis avec l'éparpillement, puis porter plusieurs chapeaux, s'intéresser à beaucoup de choses, ou plutôt se diriger dans une chose et accomplir quelque chose de grand dans une direction. On peut-tu faire plein d'affaires en même temps? Est-ce qu'on a le droit? C'est
c'est une grande question parce que moi, j'ai commencé en étant passionnée d'une affaire, c'est-à-dire la danse classique, puis en étant convaincue que je devais faire ça et exceller là-dedans. Et là, la vie me montre un autre chemin, c'est-à-dire de cultiver de multiples passions en même temps. Et c'est comme un complexe que j'ai. Tu sais, je pense qu'il y a une partie de moi qui aurait aimé ça, là, d'être hyper spécialisée, d'être comme une sommité dans quelque chose. Et je suis une sommité dans rien pantoute. Il y a une partie de moi qui trouve ça vraiment difficile. Puis en même temps, je trouve cette vie fabuleuse. On dirait que je veux milk the shit out of this life. Et j'ai pas de conseils à donner, dans le fond, à part que il y a tout le temps un fil rouge qui relie nos passions, puis je pense des fois c'est un peu tough de voir ça, tu sais, de se dire comme coudonc, je suis éparpillée, je suis indécise, tu sais, j'aime-tu trop d'affaires? Mais c'est que la société veut qu'on rentre dans une petite boîte, qu'on remplisse une fonction jusqu'à notre échéance, puis moi je dis fuck off. On peut-tu juste vivre des vies puis être drivé aussi par ce qui nous intéresse, qu'on a envie d'expérimenter? On n'est pas venu ici pour remplir une fonction. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines avec un petit programme puis une spécialisation. On peut faire plein de choses. Si vous avez envie d'être spécialisé, good for you, tant mieux. Vous allez être récompensé dans cette existence, dans cette société. Mais si c'est pas votre cas, peut-être un autre conseil peut-être qui me viendrait, c'est d'arriver à tracer la ligne entre les hobbies, les intérêts, les loisirs et ce qui doit être notre source de revenus, parce que tu sais, il y a comme cette affaire-là qui est à la mode depuis quelques années de vivre de nos passions. Tu sais, on entend souvent ça, là, de se dire si tu pratiques ta passion, mais tu vas jamais travailler. Tu gagnes ta vie avec ta passion, en tout cas, tu vas travailler aucune journée de ta vie. Mais c'est faux, il y a du travail, puis on n'est pas obligé de vivre de nos passions. C'est correct aussi d'avoir un emploi, d'avoir une certaine forme de sécurité, une source de revenus. Tu sais, tout n'a pas à être une source de revenus. Puis je le vois sur Etsy, des fois, quand je magasine, mon doux. Il y a des gens que ce qu'ils essaient de vendre, ça pourrait vraiment être seulement un hobby. Il y a des affaires là, s'il vous plaît, sur Etsy. Ceci étant dit, c'est ça, je pense qu'on n'est pas toujours obligé de trouver la façon de gagner de l'argent avec les choses qu'on aime faire. Tu sais, c'est correct aussi d'avoir une ligne entre les deux. Fait que voilà. Une autre question vraiment intéressante que j'ai reçue, c'est est-ce que tu arrives à toujours être aligné avec tes valeurs? Non. Dans le monde où on vit, je sais pas si c'est possible d'être tout le temps 100% aligné avec ses valeurs. Mais peut-être que vos valeurs, sont complètement calquées et bien avec ce qui se passe présentement. Et si c'est le cas, tant mieux pour vous. Vous devez être très heureux et vous êtes sûrement pas le genre de personne qui écoute mon podcast. Anyway, je vous souhaite une belle ride en moto-marine. Pourquoi je parle de jet ski et de moto-marine? C'est parce que je pense que... Oui, je sais pourquoi. C'est parce que j'étais en voyage. Vous le savez, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, il y a quelques semaines. D'ailleurs, juste ça, de partir en voyage, c'est une affaire avec laquelle je ressens un peu de dissonance, puis c'est pas 100% aligné avec mes valeurs. Tu sais, dans un monde idéal, écologiquement en ce moment, on prendrait pas l'avion, mais des fois, j'ai goût d'aller au soleil puis de passer du temps en vacances avec ma famille. Fait que je voyage encore. Mais bon. Oui, puis c'est ça. Puis pendant qu'on était en voilier, en catamaran, je parle de moto-marine puis de jet ski parce qu'à un moment donné, on était dans une baie aux Saintes, en Guadeloupe. S'il y a des gens qui sont allés, c'est un endroit magnifique, paradisiaque. C'est comme un archipel de plein de petites îles. Et il y a une super belle petite île inhabitée qui s'appelle l'île de Cabri, il me semble. L'île aux chèvres. Il n'y a rien là-dessus à part des petits Bernard l'ermite puis des chèvres. C'est fantastique. Et il y a comme un vraiment bel endroit où plonger. Fait qu'en tout cas, on était parqués là pour un petit moment. Puis pas très loin de là, un peu plus au large, il y avait un fucking gros yacht privé qui était là, puis tu sais, moi, tout le long, j'étais curieuse, j'essayais avec des jumelles, je me disais, mais qui a un yacht privé dans la situation actuelle du monde, tu sais? Puis en tout cas,
Pas par jalousie, là, j'avais pas le goût d'être sur le yacht. J'étais vraiment heureuse sur le catamaran, mais j'étais comme, ça a l'air de quoi dans un yacht? Qui est là? Puis au coucher de soleil, en tout cas, il y avait comme un genre de petit garage en bas du yacht, puis là, ça s'est ouvert, puis là, ils ont sorti un shitload de motomarines et autres gogos à essence pour jouer sur l'eau. Puis c'est ça, les jouets aquatiques. Puis je sais pas trop, mais je trouvais le spectacle vraiment drôle, le gros coucher de soleil avec plein de gens en motomarine. Puis c'est ça, je me demandais, j'avais le goût d'aller jaser avec ces gens-là, puis essayer de les comprendre, essayer de savoir qui ils étaient, discuter de la vie. Fait que tout ça pour revenir à la fameuse question, est-ce que tu es toujours aligné avec tes valeurs? Non. Je pense que je peux pas me mettre... En tout cas, je pense pas qu'on devrait se mettre cette exigence d'être 100% aligné 100% du temps. Je pense que c'est compliqué. C'est pas toujours évident. Des fois, tu sais, juste avec les choix de consommation, tu sais, seconde main, puis tout ça, tu sais, des fois, il y a la notion de temps. Des fois aussi, tu sais, d'acheter, je sais pas, le local, éco-responsable, mais des fois, il y a des contraintes d'argent. C'est pas toujours accessible, même si acheter moins, acheter mieux, là, je suis 100% d'accord avec ça, mais n'empêche que c'est ça. Des fois, c'est tough d'être aligné avec ses valeurs, pas juste avec les affaires qu'on achète, mais aussi dans la manière dont on agit. Des fois, c'est plus facile de pas 100% dire notre vérité juste pour lubrifier la chose et passer à un autre appel, tu sais. Puis moi, je me mets comme objectif de tendre vers. Je pense que c'est ça que je me place comme exigence, de tendre vers mes valeurs le plus possible, de faire de plus en plus tout le temps des choix qui m'amènent le plus proche de mes réelles valeurs, et encore faut-il les connaître, nos valeurs. Tu sais, des fois, on n'est pas sûr de ce qui est vraiment important pour nous, puis ce qui est plus finalement une valeur, tu sais. Et je pense que c'est important d'y aller une étape à la fois, puis aussi, moi, ce que je fais régulièrement, c'est des petits check-in. Tu sais, je regarde l'ensemble de ma vie, mes choix, comment j'agis, comment je passe les heures de ma journée, tu sais, je fais un petit inventaire, puis là, je check tout ça, puis je fais, est-ce que c'est aligné ou il y a des affaires que, ben, si j'ai envie de tendre vers mes valeurs, ben ça, c'est quand même un changement qui serait pertinent à apporter, tu sais. Par exemple, notre temps d'écran, les affaires qu'on achète sur Internet, où on choisit de passer notre temps, le genre de choses qu'on véhicule par nos paroles, les mots qu'on choisit d'employer. Tu sais, il y a tellement de façons c'est ça, de faire un inventaire de est-ce qu'on est aligné avec nos valeurs. Fait que non, j'arrive pas à être alignée 100% avec mes valeurs. S'il y a des gens qui le sont, écrivez-moi. J'aimerais vraiment connaître vos trucs, parce que moi, j'y arrive pas encore. Voilà, prochaine question! Te sens-tu étrangère ici avec toute la violence sur la Terre? Depuis que je suis petite, on dirait que j'arrive pas tout à fait à comprendre les humains. Puis c'est peut-être ça aussi une de mes grandes quêtes, d'essayer de comprendre l'humain, de me comprendre aussi, tu sais, dans moi aussi, dans mes contradictions, puis tout ça. Puis je comprends pas tu sais, la guerre et tout ça, c'est d'un autre ordre, là, mais tu sais, même la violence banale, tu sais, je comprends pas cet attrait-là pour la violence, tu sais, même dans les séries, dans les films, quand il y en a, ça me dégueule, ça m'intéresse pas, je vis pas de thrill, tu sais, je jouais à des jeux vidéo puis tirer sur du monde, ça m'a jamais appelé. Puis en même temps, tu sais, en fait, c'est ça, j'ai une forme de répulsion envers la violence. Puis donc moi, quand je vois ça, quand j'observe ça en moi, ça me lève un petit flag de comme, OK, mais ça veut dire qu'en moi, tu sais, je suis pas au-dessus de tout le monde, là, je suis pas Gandhi, puis je suis pas un maître ascensionné, mais en fait, ce que moi, ça me lève comme petit flag, tu sais, ce que ça me donne comme indice, c'est qu'il y a de la violence en moi que j'arrive pas à accepter, tu sais, parce que je pense que ça fait partie de l'être humain, la violence, d'une certaine façon. Fait que ça m'emmène plus à avoir de la curiosité puis regarder où est-ce que j'ai de la violence qui vit en moi, où est-ce que ouais, il y a de l'agressivité, puis je remarque que c'est ça, j'ai pas d'attirance pour comme la violence comme frontale, là, comme évident, ou genre tirer du gun puis donner des coups de couteau puis parler violemment, là, mais je pense que ma forme de violence à moi, que
que je manifeste dans ma vie, c'est plus une violence vraiment plus subtile, là, tu sais, c'est dans les relations de pouvoir, c'est dans peut-être une certaine forme des fois de manipulation, puis tu sais, ça demande beaucoup de... C'est dans de la finesse, là, c'est pas gros comme le bras, mais je le vois qu'il y a quand même de la violence qui habite en moi, puis j'essaie de... C'est ça, de regarder ça avec de l'honnêteté, d'être présente à la violence qui vit en moi, puis de regarder, être présente à cette violence-là, plutôt que de juste condamner la violence qui est dans le monde qui nous entoure, parce que c'est facile quand même, là, tu sais, de faire « ça n'a pas d'allure, quand est-ce que les humains vont arrêter de se tuer? » C'est comme, tu sais, c'est ça. Puis moi, je suis sensible aussi à la violence dont on fait preuve à l'égard de la nature, tu sais, la manière dont on traite les animaux. Puis là, ça me ramène à la question juste précédente, tu sais, est-ce que tu es toujours aligné avec tes valeurs? Ben mes valeurs, ça serait de pas faire de spécisme, mais en même temps, ben je veux manger de la viande parce que c'est ce que mon corps souhaite. Je sens, puis je me suis acheté des divans en cuir, c'est l'année dernière, parce que à force de faire de la recherche, puis de réaliser que j'ai un enfant et un chien qui perd son poil, puis de regarder toutes les possibilités de recouvrement de divans, ben on en est venu à la conclusion que un divan en cuir, c'était encore la meilleure option, la moins frustrante pour nous, puis on a cédé, on est allé vers ça, puis j'ai encore un peu de dissonance de des fois être sur mon divan en cuir, puis de penser que je suis assis sur un animal mort, mais c'est ça. Fait que, tendre vers. Bon, c'est ça ma violence, dans le fond, j'ai fait mal à des animaux pour me faire un beau divan. Voilà, c'est ça, on est humain, hein, avec des contradictions. Crois-tu au médium? C'est une autre question qu'on m'a posée. Ben, en fait, je vais juste dire que je crois que tout le monde est médium. Tout le monde a la capacité à connecter au monde subtil, à d'autres choses que la vie steak, blé d'Inde, patate, 3 dimensions. Tu sais, clairaudience, clairvoyance, clairsentience, il y a toutes sortes de façons de percevoir les subtilités de l'existence et autre chose. Puis je pense juste qu'il y a certaines personnes, tu sais, comme dans tout, là, je veux dire, je pense que tout le monde pourrait jouer de la flûte à bec, mais c'est juste qu'il y a des gens qui ont peut-être un peu plus de facilité, c'est plus naturel chez ces personnes-là. Puis il y a aussi la volonté de mettre des efforts et de développer ces capacités-là, que je pense que tout le monde possède, mais tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être plus d'intérêt à ça, qui affinent ces capacités-là, puis qui sont plus peut-être en maîtrise. Fait que oui, 100%, je crois au médium. Moi, Puis tu sais, même moi, j'ai une certaine clairaudience, c'est comme... C'est ça qui est plus développé chez moi. J'entends des affaires. Ça me passe vraiment comme des phrases super claires dans ma tête. Puis je vois des images aussi. Des fois, je ressens. Tu sais, c'est comme le canal est ouvert chez nous. Je peux pas dire que c'est un outil qui est très, très en maîtrise en ce moment, mais oui, j'y crois. Puis moi, je suis moins à l'aise avec le bout prédiction du futur. Je pense qu'il y a des dynamiques, des karmas et des trucs qui sont écrits, mais je pense qu'on a toujours une façon de transcender ces choses-là, puis qu'on n'est pas soumis à tout ça tout le temps. Mais ça va peut-être changer, puis c'est ma lecture du monde, puis c'est basé sur absolument rien de scientifique. Alors voilà. Prochaine question. As-tu déjà eu des expériences paranormales? J'ai déjà un peu répondu à ça. La réponse serait constamment. Je vis des expériences paranormales depuis que je suis jeune, depuis que je suis enfant. Ça pourrait être un épisode, ça aussi, de balado au complet, si jamais c'est des anecdotes qui vous intéressent, mais... attends, est-ce que je peux en raconter une, mettons... j'en ai une drôle, quand même. OK. Au secondaire, comme j'ai mentionné précédemment, j'étais très j'étais chrétienne, que voulez-vous? Je pratiquais, j'allais à l'église de mon propre chef, comme je disais. Ma mère pratiquait pas, mon père non plus, mais moi, ça m'intéressait. J'allais à l'oratoire Saint-Joseph m'allumer des petits lampions, puis je priais tous les jours, tous les soirs. Je parlais à Dieu, à Jésus. J'étais connectée avec eux autres. Et, tu sais, je pense à ça, là, quand même, là, l'ado secondaire qui essaie de se la jouer cool, puis de s'acheter du petit linge chez Sirens. Je pense que ça n'existe plus, ce magasin-là, puis c'est ça, là, tu sais, de porter des plateformes, puis en tout cas, de fumer des cigarettes. Et de l'autre côté, j'allais, moi, de mon côté, seule, à l'oratoire Saint-Joseph, prier, puis faire mes petites affaires. Fait que, puis lire le Nouveau Testament chaque soir.
Mais c'est ça, fait que je priais vraiment beaucoup. Puis en secondaire 1, j'avais commencé... c'est tellement une anecdote random. Mais c'est pas grave, on va se raconter ça. Les gens qui font ça, j'ai regardé plein de podcasts, c'est juste du monde qui parle de leurs anecdotes personnelles. Ces podcasts sont super populaires. Moi, je n'ai aucun intérêt, mais je me dis, c'est le fun, des fois, d'entendre des anecdotes. Fait que voilà, je vais aller avec une anecdote, OK? J'étais au secondaire. Je sais pas si j'ai déjà raconté à des amis, oui, assurément, mais peut-être pas derrière un micro. Bon, je suis en secondaire 1, OK? Je viens de commencer le programme en ballet classique. Je suis pensionnaire chez une famille. J'habite dans une famille parce que mes parents habitent un petit peu trop loin de l'école. Puis là, je loue une chambre avec une autre fille de secondaire 3. Et c'est pas une famille vraiment facile, comme... Tu sais, moi, j'arrive d'une famille nucléaire. C'est pas parfait, mais tu sais, ma mère est très présente, puis tout ça. Puis là, je suis catapultée comme pensionnaire à Montréal, j'étudie en ballet, j'ai comme beaucoup de défis. La famille avec laquelle j'habite est comme exigeante. On a des tâches, on a des... ben, vous me diriez, c'est normal, t'étais une ado, mais on a comme des affaires à faire dans la maison. Ils sont pas si fins, d'autres ados qui habitent dans la maison qui se moquent un peu de moi, puis en tout cas, j'aime vraiment pas ça être pensionnaire-là, puis j'en parle à mes parents, puis eux me disent, ben, finis ton année scolaire chez cette famille-là, puis on te changera l'année prochaine. Mais moi, honnêtement, je suis comme, j'ai 12 ans, je veux juste aller vivre ailleurs. Pour moi, c'est inconcevable de revenir des vacances de Noël, puis de retourner vivre avec cette famille-là. Fait que là, je quitte pour le congé des fêtes. Et là, pendant les fêtes, chaque soir, ma prière est la même. Je demande à Jésus. Je lui dis, Jésus, je veux pas retourner à l'école en janvier. Je veux surtout pas retourner à la pension. Fais en sorte que j'ai pas à retourner vivre à cette pension-là parce que mes parents, ils veulent rien entendre à ce moment-là, puis j'ai aucune solution. Fait que là, je prie, là, hey, je mets toutes mes prières. Puis là, la veille de retourner, tu sais, de la rentrée scolaire après les fêtes, là, genre début janvier, durant la nuit, je sais pas si vous vous en rappelez, on est en... Mon Dieu, j'oublie, 97, 98? Hey, j'ai un blanc. Bref, vous vous souvenez? C'est le verglas. Fait que dans la nuit de mon... Tu sais, ma dernière nuit avec ma famille, puis le lendemain matin, l'école commence, puis je retourne vivre en pension pour le reste de la semaine. Dans cette nuit-là, après que pendant 2 semaines, j'ai prié tous les soirs Jésus de faire en sorte que j'ai pas à retourner vivre à la pension, ben part la tempête de verglas. Et là, vous vous en souvenez, tout est fermé, mon école est fermée, nous, on perd de l'électricité, on est dans le triangle noir à Sainte-Julie, fait qu'on en manque pendant genre 3 semaines. Je vais vivre chez ma sœur parce que on peut plus vivre à la maison, mon école est fermée. Bref, mes prières ont été exaucées. Et là, la Vanessa de 12 ans de secondaire 1 se dit, c'est tout de ma faute, le verglas. Pendant des années, secrètement, je l'avais jamais dit à personne, mais j'étais certaine que c'est moi, Vanessa Pilon, à Sainte-Julie, qui priait Jésus, qui demandait la tempête... Ben, je demandais pas la tempête de verglas, je demandais de pas retourner vivre à ma pension, puis... Il y a eu une tempête de verglas, puis je suis comme « Shit, c'est de ma faute. Jésus m'a exaucée parce que je suis une très bonne jeune fille. » Et là, voilà, fait que j'avais beaucoup de culpabilité. Et à partir de là, j'ai un petit peu slacké la prière, je dirais. Je demandais moins d'affaires. Tu sais, « Be careful what you wish for », là. Vanessa l'a connu à la dure. Fait qu'à partir de là aussi, j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait manifester des affaires. Fait que, mais j'appelais ça par la prière. Moi, dans ma tête, c'était Dieu qui m'exauçait. Puis peut-être que dans vos croyances, c'est ça aussi. Mais voilà, fait que ça, c'est une des expériences... je sais pas si c'est paranormal, c'est peut-être vraiment juste anecdotique, coïncidence. Mais ça, pour moi, ça a comme solidifié quelque chose que il fallait pas trop essayer de manipuler l'univers et tout ça. Puis j'aurais plein d'autres anecdotes à vous raconter. Ben, écoutez, on ira s'asseoir pour un café si ça vous intéresse. Je ferai un épisode sur le paranormal. Mais voilà, c'est une petite anecdote que moi, quand j'y repense, ça me fait vraiment bien rire. Et dernière question, je pense que je vais répondre pour cet épisode. Ma plus grande... Ben, en fait, la question, c'est quelle est ta plus grande décision de 2023? Et ça, j'avoue, j'ai eu à y penser un peu, puis j'ai envie de vous raconter
quelque chose, je pense que j'ai pas tant... Non, je l'ai pas dit encore, mais j'animais une émission à Télé-Québec qui est à boire et à manger. Une émission que je co-animais avec Rémi-Pierre Paquin et Lindsay Brun. On allait voir des agriculteurs et agricultrices dans une région, puis on se louait un chalet, il y avait des invités, puis on cuisinait les affaires qu'on était allé chercher chez le producteur agricole. Bref, c'est une émission que j'aimais vraiment beaucoup co-animer. Puis là, on n'était pas sûr si elle allait être renouvelée, être reconduite, l'émission. Puis ça arrive souvent là, en télévision, tu sais, ça branle un peu dans le manche, ça dépend. Est-ce que les codes d'écoute étaient bonnes? Pas tant que ça. Et là, tu sais, on m'a gardé un peu stand-by pendant vraiment de très, très longs mois. Puis moi, j'ai gardé conséquemment, parce que j'aimais beaucoup cette émission-là, puis je voulais continuer à la co-animer. J'ai gardé comme mon été 2023 stand-by, tu sais, pour pouvoir tourner cette émission-là, parce que c'est quand même beaucoup d'épisodes, ça demande à chaque fois comme un minimum de 2 journées, c'est dans des régions différentes. Fait que, tu sais, c'est quand même prenant dans l'horaire d'une année. Fait que, tu sais, moi, je prends pas de contrat durant l'été parce que je vais être disponible, même si je suis pas sûre que l'émission va revenir. Et là, les tournages doivent commencer en juillet, mettons, en tout cas, durant l'été. Puis là, au mois de mai, je reçois un email, puis là, je tombe en bas de ma chaise parce que, tu sais, en fait, dans ma tête, les possibilités, c'était, Télé-Québec, le diffuseur, veut pas reconduire l'émission ou, l'émission revient, puis c'est ça, j'ai une job pour l'été. Et là, il y avait une troisième option que j'avais pas vu venir pantoute, qui a été la suivante. Je reçois un courriel au mois de mai qui m'annonce que Télé-Québec renouvelle l'émission, mais a décidé que moi, je n'animerais plus l'émission. Fait qu'ils me tassent, ils me mettent dehors. Et c'est la première fois de ma vie que je me fais, entre guillemets, mettre dehors. Je suis toujours partie avant, tu sais. C'est tout le temps moi qui ai quitté mes emplois. Puis là, c'est la première fois de toute ma vie que je me fais mettre dehors. Et là, je trouve ça tellement injuste. Ça me met en tabarnak. Jésus serait pas content que j'ai dit ce mot. Parce que je me dis, mais il y a tellement peu de femmes qui animent des émissions, puis souvent, quand c'est des femmes qui animent, on va les mettre avec des co-animateurs qui sont rigolos, puis ça m'a vraiment fâchée. Puis ça m'a fait de la peine, j'avais jamais vécu ce genre de rejet-là, c'était allé vraiment faire remonter des grosses blessures de pas être assez bonne, nanana, puis là, je l'ai vraiment, vraiment pas bien pris, pas digéré, je trouvais ça injuste, et pendant les jours qui ont suivi, j'étais inconsolable, là, mais mon chum, il me regardait, puis il comprenait pas, il était comme, mais voyons donc, ça te fait autant de peine, c'est quand même juste une émission, là, tu sais, c'est pas le projet d'une vie, là, mais c'est comme si c'était juste vraiment venu raviver quelque chose en moi qui avait besoin d'être regardé, puis dans les jours qui ont suivi, je suis allée dans la forêt me coucher la face là, sur l'humus, sur la terre, et de brailler, là, mais comme de m'abandonner à la terre. C'est aller réveiller une peine, mais une peine! Et là là! Et après quelques jours, tu sais, tranquillement, cette frustration, ce choc-là est passé, j'étais allée brailler ma vie dans la forêt, m'appuyer sur des arbres, la face effoirée sur de l'écorce d'arbres, puis en tout cas, vous voyez l'image un peu du grand désespoir, de la grande peine que j'ai laissé circuler en moi. Puis là, j'en suis revenue après 3 jours, et là, il y a comme une espèce de fougue qui est montée de genre « I'll prove them wrong ». Ouais, c'est ça, que je méritais cette place-là. Puis là, de mon désir de revanche, qui est vraiment... C'est nono, là, je veux dire, il s'en sac bien, le monde de Télé-Québec, là, que je fasse mes affaires en ce moment, tu sais. Il y a personne, je pense, chez Télé-Québec qui est en train de se mordre les doigts et de regretter de m'avoir mise à la porte de ce show-là. Mais c'est ça. Fait que là, moi, ça m'a donné du jus, là, pour partir les projets que je disais depuis des années que j'avais le goût de faire, puis tu sais que j'avais toujours des bonnes raisons, j'avais jamais assez le temps, puis ta. Et là, j'avais soudainement des mois que j'avais réservés pour ce
projet de télé-là qui, soudainement, était, ma foi, bien libre. Et c'est ça, fait que c'est ce qui m'a donné l'impulsion de partir certaines entreprises dont je vous parlerai éventuellement, mais entre autres de partir le balado. Fait que ça a été ma plus grosse décision de 2023. Tu sais, au début, j'étais un peu dans l'énergie du désespoir, puis j'étais comme, je vais écrire à tous les gens que je connais qui travaillent en télé, leur dire que je suis disponible, qu'ils m'emploient pour faire de la télé. Puis il y a une partie de moi qui a fait « fuck that shit », je vais faire mes projets. De toutes ces frustrations-là là, que je vis depuis des années à travailler sur des projets de télé que je suis comme souvent genre « ah, c'est pas tout à fait ça. Ah, on pourrait tellement aller plus loin dans nos réflexions. Ah, d'être frustré, de niveler souvent par le bas. » Puis je dis pas que c'est ça qu'on fait constamment en télé, mais j'ai vécu beaucoup de moments de fois où c'est ça. Les gens, ils comprendront pas. Ah, ben là, c'est ben trop intellectuel. Non, c'est trop spirituel. Fait que, tu sais, de souvent devoir me censurer puis de plaire à un large public. Puis là, à un moment donné, j'ai pris toute cette frustration-là que j'avais accumulée au fil des ans. Puis là, j'ai fait « OK, je pars d'autre chose. » Fait que là, depuis ce temps-là, mon énergie créative va sur des projets que je suis en train de développer qui sont vraiment alignés, où je me permets d'être moi-même au complet. Puis en ce moment, c'est pas payant. Je vais être toute transparente avec vous. Je fais pas d'argent avec beaucoup d'affaires que je fais en ce moment, mais j'ai cette espèce de confiance-là, mon optimisme de Sagittaire qui se dit que ça va revenir. Il va y avoir une certaine abondance qui va revenir de mettre ce temps-là bénévole. Fait que voilà, c'est ça ma plus grande décision de 2023, de finalement avoir choisi de faire le switch vers nourrir mes projets. Puis voilà, d'enfin écouter cette voix-là qui me disait de faire le saut. Merci d'avoir écouté jusque-là, d'avoir appris à me connaître. J'ai l'impression qu'on est rendu à une autre étape de notre relation maintenant que je me suis livrée. Je pense pas que c'est une formule que je vais refaire très souvent, mais tiens, on essaye des affaires, Fait que voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Bye bye! Wow, vous êtes encore là! Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.